Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités venant d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport, avec toujours le Berry comme point commun. Cette semaine, je reçois Christian Baudin, directeur de la CETEC. C'est un parcours professionnel très dense que vous allez découvrir, une conversation où le monde de l'entreprise et la sphère privée se côtoient, pour un parcours professionnel comme une succession d'aventures. Cartes maritimes, études de géologie, plateformes pétrolières et bien sûr le monde des grands chantiers, des carrières, des autoroutes, bref, des travaux publics. C'est un dialogue sur le parcours d'un homme qui revendique son attachement pour ce Berry d'adoption. On a parlé de travaux publics, de management, du monde de l'entreprise bien sûr, mais on a évoqué aussi Katia et Maurice Kraft, le jazz, les crapauducs et l'agence de l'attractivité de l'Indre dont Christian est le président. Je vous embarque donc à la découverte de Christian Baudin, un breton devenu berrichon. Goodberry, c'est parti. Bonjour Christian. Bonjour Stéphane. Je suis ravi d'être à la CETEC. Bienvenue effectivement sur le site de la martinerie et de l'entreprise. C'est le site emblématique ? C'est le site emblématique, oui, de la CETEC, puisque c'est ici le siège. On est sur 7 hectares d'installation entre le parc industriel et la partie maintenance de matériel, traitement des matériaux, recyclage, etc. Et puis la partie administrative, bureau d'études, topo, etc. Donc 7 hectares en tout sur la martinerie. Donc voilà. D'accord. On est bien en place. Donc le principe du podcast, c'est de retracer le parcours de l'invité. Donc on va commencer par le commencement. Je voulais savoir si tu étais berrichon. Alors je ne suis pas berrichon puisque je suis breton. Breton. Je suis né dans la capitale bretonne. Je suis de Rennes en fait, né à Rennes en 1965 maintenant, ça fait quelques années. Voilà, mon père travaillait à la SNCF et ma mère a élevé 4 garçons. Elle a travaillé un peu dans l'armée et ensuite elle a élevé ses 4 fils en 2 fois, 2 générations. D'accord. Voilà. Ok. Mais on vivait très simplement à Rennes. J'ai fait toute ma scolarité, en tout cas, sur Rennes, jusqu'à l'université, puisque j'ai fait toute une fac de géologie jusqu'à la maîtrise à Rennes. Comment se passe la scolarité ? Alors, primaire, collège, très bien, jusqu'en 3e. La seconde a été plus difficile. J'avoue humblement que j'ai failli même arrêter la seconde. À la seconde, j'ai failli arrêter, parce que ras-le-bol, j'y arrivais plus, quoi. J'y arrivais plus. Alors que jusqu'en 3e, ça s'était très bien passé. J'étais plutôt bon élève, quoi. Les maths qui me bloquaient un peu, bizarrement. Et puis, ça fonctionnait pas, je sais pas. Et bon, mes parents m'ont dit de m'accrocher, ce que j'ai fait. Et j'ai refait. Bon, j'étais en seconde C à l'époque, donc. Je suis juste passé en première D parce que c'était première C, c'était pas possible avec les maths et la physique, je trouvais que c'était abstrait et que c'était un peu compliqué pour moi. Donc je suis allé plus sur les sciences et c'est là que j'ai découvert un peu les sciences de la Terre, quoi, un peu plus. Donc ça c'était plus concret, donc ça me plaisait mieux. Du coup j'ai raccroché le wagon et je suis allé jusqu'au bac après sans souci particulier, quoi. D'accord. Et après tu choisis la géologie ? Après je fais une erreur parce que à l'époque, on était beaucoup orienté vers l'informatique. C'était quand même les années 80, le bac c'était en 83. C'était le développement vraiment de l'informatique et j'ai voulu faire par la fac de l'informatique. Et là, il fallait à nouveau passer par maths physique. Et là, du coup, je me suis arrêté. Et puis j'ai rattaqué effectivement l'année suivante, là, avec plus les sciences de la Terre. Donc là, ce qu'on appelait le DUG B à l'époque. Ouais. J'avais commencé le DUG A pour faire de l'informatique, je suis passé en DUG B. Et là, après, je suis parti dans un cursus normal. À l'époque, c'était DUG, donc en 2 ans, une licence. Ensuite, j'ai fait mon service militaire. Je reçois une convocation et on me dit direction Lorient. Bon, moi qui étais breton, je me dis ça va. Sauf qu'on me dit fusilier marin. Fusilier marin, c'est pas commando, mais pas loin. C'est les gars qui gardent des antennes, des sites stratégiques, des machins. Donc très peu pour moi. Je rencontre un copain qui était en fac de psycho, donc qui faisait son service auprès du médecin, machin. Et je lui dis, écoute, il faut que tu me réformes parce que moi, je ne veux pas rester là. Bon, bref, passe les détails. Il ne m'a pas réformé, mais il a fait comprendre au médecin qui comprenait tout. Hein. Évidemment, à l'époque, on n'était pas fait pour ça. Donc, le médecin m'a dit, non, on va vous réorienter. Donc, je suis parti à Ourtin, à côté de Bordeaux.
continuer la formation. Et là, on avait une nouvelle orientation. Là, c'était plus les vacances, on faisait de la pagaie là, sur le lac, etc. Et on nous a demandé ce qu'on voulait faire. Alors, moi, je dis, moi, je veux revenir en Bretagne, je veux rester dans la marine. Et j'avais vu, pareil, par un copain de la fac que j'avais rencontré là-bas, il me dit, mais il y a l'établissement principal du service hydrographique et océanographique de la marine. Ah, je dis ça me plaît. C'est là où ils établissent les cartes marines, en fait, pour les marins. Donc je me dis, ça me plaît. Je veux faire ça. Donc je mets un vœu, Bretagne, deuxième vœu, marine, troisième vœu, l'EPCHOM. Et puis un jour, ils nous convoquent tous, machin. Donc toi, tu vas là, toi, tu vas là. Toi, EPCHOM. J'ai bien entendu. Et ouais, effectivement. Donc EPCHOM à Brest. Et exactement ce que j'avais demandé. Mais sans piston, sans rien, parce que je connaissais personne. Et donc, on a repris le train. Donc on est reparti de Bordeaux, on est monté à Brest. Et j'ai passé une année, somme toute, intéressante, parce que j'ai travaillé avec le géologue de la base. Il y avait une base. C'est une base où il y avait 50% de gens qui n'étaient pas militaires, donc des civils, en fait, qui travaillaient à la base, et puis des militaires. Et j'ai rencontré plein de gens sympas. Et donc, on a travaillé un peu sur l'établissement des cartes marines. On donnait un coup de main. Qu'est-ce que tu retiens de ces Je retiens mois-là? un truc que j'ai dit à ma fille il n'y a pas longtemps. C'est que une fois par semaine, on allait chercher l'adjudant, non, c'était l'amiral de la base. On allait le chercher chez lui. Donc, on avait une voiture. On passait à la poste. On récupérait le courrier qui était en boîte postale. On sortait le journal qu'on mettait sur la banquette arrière. On allait chez lui. On le montait dans la voiture. Et là, dans la voiture, il lisait le journal. Et il ne fallait pas qu'il décroche du journal jusqu'à la base. Donc heureusement, il y avait un peu moins de ralentisseurs qu'on fait aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que je travaille sur les routes aujourd'hui. Mais c'est peut-être ça qui m'a fait le déclic. C'est qu'il fallait conduire tout en douceur, qu'il n'y ait pas d'ornière, qu'il n'y ait pas de machin, pour ne pas le faire sortir. Sinon, il rentrait dans une fureur, machin, qui était complètement théâtrale. Mais bon, voilà. Et ça m'a marqué. Il y a deux choses qui m'ont marqué. Ça et des super soirées que j'ai passées avec ce fameux copain qui était de la fac. À Brest, il y avait un endroit que je trouve pas à Châteauroux d'ailleurs, c'est dommage, un endroit qui était une cave d'un hôtel où tous les jeudis soirs, il y avait des concerts de jazz. Tous les jeudis soirs, tu savais que tu pouvais boire un coup et écouter de la musique, de jazz dans une cave, une ambiance très sympa. Ça reste ces moments-là. Et à ce moment-là, tu commences à réfléchir sur ce que vraiment tu veux faire dans la vie? Ouais, j'aurais voulu être en fait vulcanologue à cette époque-là. Je voulais travailler sur les volcans. J'avais vu des films de Maurice Kraft et Katia, qui sont morts d'ailleurs dans une explosion des nuées ardentes, là, ce qu'on appelle les nuées ardentes avec l'échappée de gaz qui les a tués. Parce qu'ils allaient toujours sur des volcans plutôt dangereux, pas des volcans faciles. Donc j'aurais voulu faire ça. Qu'est-ce qui te fascinait? Il y avait le côté voyage, ça de toute façon je ne coupais pas. Il y avait le côté découverte, voyage et finalement cet aspect quand même donc géologie, c'est-à-dire l'étude malgré tout des roches, des phénomènes physiques liés au volcan, etc. Et vraiment ça me plaisait. Mais après je me suis pas donné, c'était pas une passion. J'ai peut-être en fait, dans ma vie, j'ai pas vraiment de passion, J'ai beaucoup de choses qui m'intéressent, mais pas la passion qui fait que on va aller contre vents et marées faire ce qu'on a décidé de faire. Tu regrettes un peu? Ouais, par moment, parce que je pense que cette vie, alors pas d'aventurier, mais d'explorateur un peu, ça m'aurait plu. Alors je l'ai fait un petit peu d'une autre manière, mais voilà, j'avais ça. Et à quel moment tu commences à t'intéresser au métier du BTP? Pas tout de suite, parce qu'en fait, je reprends donc une maîtrise en géologie. Il y avait une société une société de services qui travaillait pour les compagnies pétrolières, qui cherchait du monde pour faire du suivi de forage, donc suivi géologique et physique en fait des forages pétroliers. Ils viennent directement nous voir. Donc je dis tiens, et puis ping, ça allume encore un peu, ça fait un peu briller les yeux parce que le pétrole, c'était le voyage. Voilà ce que je cherchais. Donc, ils disent, ceux qui sont intéressés, vous nous contactez. Boum. Donc, je vais à Paris parce que la boîte était au Blanc-Ménil dans le 93.
On passe des tests, machin, tout ça, clac, bon, hop, je suis reçu. Donc ils me disent, vous démarrez demain, quoi, en gros. Hein. Bon, oui, alors papa, maman, je vais donc aller dans le pétrole, d'accord, mais tu vas travailler où? Ah je sais pas, on va voir. En Afrique, sans doute. Ah bon? Tu vois, mes parents, ils avaient voyagé un peu, mais ils avaient fait leur voyage de noces en Italie, et puis après, un petit peu en France, mais c'est tout, quoi. Donc, ouais, je rentre dans cette boîte, et puis tout de suite, on m'envoie d'abord en Italie, justement, en doublure, sur un des chantiers de gaz qui était du côté de Bari, là, dans les Pouilles. Mhm. Donc là, sympa, on découvre le métier un peu. On parle anglais, italien, français, parce que avec les Italiens dans le sud de l'Italie, ils me disaient, on préfère parler anglais, parce que si on parle italien, on est mal vu. Et comme ils ne savaient pas trop parler français, ils préféraient parler anglais. Parce il y avait des Italiens du Nord dans le sud de l'Italie, et ils étaient mal vus parce qu'ils étaient Italiens du Nord. Ils avaient l'accent. Donc ils préféraient parler en anglais. C'était déjà marrant. Et donc là, on commence à rencontrer des gens qui viennent d'un peu partout. Donc, je fais cette doublure au départ, et puis ensuite je pars en Angola sur une plateforme. Voilà, c'est pas les mêmes voyages. Donc j'arrive à Luanda, la capitale, et puis il y avait un ou 2 jours où on traîne un peu. Alors Luanda, la ville est très sympa. C'est une ville portugaise, on va dire, hein, qui a été colonisée par les Portugais, donc avec un front de mer très portugais, des bâtiments publics où il y a les militaires avec les armes au poing, etc. Bon. Et puis ensuite, direction bateau, plateforme. Et là, premier séjour sur une plateforme en mer, quoi. Donc, je suis resté 4 semaines, puisqu'on travaillait tous les jours, là, 12 heures par jour, 4 semaines. C'était marrant parce que justement, là, il y avait une multitude de nationalités. Hein, parce que c'était pour Elf, je crois, à l'époque. Donc, il y avait beaucoup de Français quand même. Donc, on mangeait bien parce que c'était quand même Elf. La grande époque encore. On avait même le droit à l'alcool sur les plateformes, ce qui était interdit après. Mais par contre, il y avait des gens qui supportaient pas parce il n'y avait pas de point d'horizon. On était vraiment en mer, sur le plateau continental, mais sans point d'horizon. Donc, on voyait que la mer. Moi, qui étais un breton de la terre, mais ça ne m'a pas dérangé. Mais il y avait des gens qui ne supportaient pas. Donc, ils avaient même du mal à sortir des bungalows, des bungalows qui étaient dans des bâtiments de la plateforme, parce que ils avaient... Il y a peu de repères. Ouais, ils n'avaient pas de repères, quoi. Donc, c'était marrant, parce que moi, je dis, non, au contraire, putain, t'as plus de repères, t'as rien, quoi, c'est génial. Qu'est-ce qui te surprend le plus quand tu arrives sur ces plateformes? Un peu pas la promiscuité, parce que on n'était pas nombreux, mais on était quand même un petit peu nombreux. On vivait quand même en vase clos. Donc c'était un peu ça. C'était le fait que, ouais, tu peux sortir, tu peux courir, mais tu cours en rond sur la plateforme, quoi. Comme à l'armée, quoi. Comme à l'armée. Voilà, et encore à l'armée, on allait un peu dehors, quoi. Hein. Parce qu'à Ourtin, on est allé sur la dune. À Brest, on allait quand même un peu se balader autour. Mais là, on pouvait pas. On tournait autour de l'héliport, quoi. Donc là, c'était un peu limite. Après, le travail en lui-même, de toute façon. C'est là que j'ai appris le forage, mesurer les paramètres, etc. Bon, donc c'était du job, quoi. Et puis là, finalement, la relation, parce que tu es obligé, tu as du mal tu peux pas rester dans ton coin, quoi. Tu es obligé quand même d'aller vers les autres, sinon tu deviens fou, quoi. Quand même 4 semaines, un peu, t'es pas dans un sous-marin, mais t'es quand même, voilà. Alors l'avantage, c'est qu'on avait une partie barge et on avait une partie plateforme elle était posée sur le fond. Donc elle était fixe. Donc il n'y avait pas les mouvements de la mer quand même. Donc là, c'était bien. Après, il y avait que des mecs. Hein, faut pas non plus rêver. Hein. Donc voilà. Donc pendant 4 semaines, voilà, tu discutes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'était la rencontre. L'avantage de ce métier-là, c'est qu'en gros, on partait 4 semaines. On avait 4 semaines de vacances, entre guillemets, de liberté, quoi. En fait, parce on avait un billet d'avion pour aller et un pour revenir. On faisait notre mission. Après, on revenait. En plus, on pouvait habiter où on voulait, quoi, en fait. Donc, après l'Angola, je suis allé au Cameroun. Donc là, même truc, Yaoundé. Là, l'orage la nuit, 3 heures du matin. T'essayes de dormir, ça frappe à la porte. Bon, c'est l'amour qui passe. Bon, ouais, non. Elle passera. L'Afrique, hein, à l'époque, c'était quand même... on restait des colons, malgré tout, et... Donc non, ça c'était l'anecdote. Mais après, pareil, là c'était plateforme aussi, donc même ambiance. Donc de ce côté-là, à l'époque, pas de téléphone portable ni rien. Hein, donc les contacts, oui, c'est vrai. radio, donc on faisait des vacations de temps en temps. Bon,
Moi, j'avais pas de copine, j'avais rien, donc c'était mes parents de temps en temps quand même que je tenais au courant. Mais en gros, ils savaient où j'étais, mais sans plus, quoi. Ils savaient que j'étais au Cameroun, par exemple, ou machin. Mais c'est un peu une vie quand même d'aventurier, un peu. Un peu, mais c'est un peu ce que je cherchais, quoi. D'aventurier, de liberté, et que j'ai trouvé alors encore plus après, parce qu'après j'ai fait des pays d'Afrique du Nord, donc Tunisie, Algérie et Libye. Et là, à chaque fois, j'étais à terre. Donc là, on était sur des plateformes à terre. Et en fait, comme j'avais j'avais la mission. Une fois que j'avais la relève, je pouvais faire ce que je voulais. Donc j'avais mon billet d'avion qui était open. Donc c'est moi qui décidais de la date de retour. Et par exemple, l'Algérie, je suis parti en stop on était à à Sim Saoud. Et je suis descendu dans le sud de l'Algérie, Tamanrasset, voilà, jusqu'à Tamanrasset en stop à l'époque. Donc il y a la seule route qui descend. Je l'ai fait pour plusieurs raisons. C'est que, en fait, le fait de rester 4 semaines déjà sur le site, tu rencontres des gens locaux, parce que tu avais quand même Là, en Algérie, par exemple, tu avais des Algériens, mais il y avait 35 nationalités. Donc tu rencontres des gens de partout qui sont là, bon, pour la même raison que toi, pour le boulot, mais pas que, parce qu'ils ont aussi cette notion d'aventure, de machin, de voyage et tout. Et le fait quand même de discuter avec des Algériens, etc., t'es pas comme quand tu décides aujourd'hui, tu es à Châteauroux, tu dis tiens, je vais aller à Tamanrasset, par exemple. T'es pas dans l'esprit, machin. Là, tu as déjà passé 3 semaines, tu as discuté, tu as pesé un peu le pour et le contre, ils t'ont dit, bon voilà, c'est dangereux, mais pas que. À l'époque, ça l'était un peu moins, peut-être. Alors, pas qu'aujourd'hui, mais après, il y a eu les 10 années noires en Algérie, donc ça a été plus compliqué. Mais à cette époque-là, voilà, je suis parti avec mon petit sac, je fais du stop. En 2 jours, je suis arrivé à Tamanrasset. J'ai rencontré des Hollandais qui faisaient un tour du monde. Ils venaient de se marier, donc ils partaient ils avaient tout lâché et ils partaient faire un tour du monde. Donc on a fait un bout de route ensemble. On a loué des chameaux, on est allé au plateau de la Sécrème. Pendant une semaine, on a fait de la randonnée, dormi dans l'oued et tout ça. Qu'est-ce que tu apprends de ces escapades-là? Premièrement, à se débrouiller, à être autonome, ça c'est sûr. Et puis, encore une fois, c'est à connaître les gens, quoi. Tu rencontres des gens de toutes conditions, de toutes nationalités. Il y a des bergers qui viennent travailler dans le pétrole, tu as des pétroliers qui travaillent chez Schlumberger, des ingénieurs, des machins. Enfin, tu as vraiment toutes sortes de gens. Donc, tu apprends à t'ouvrir aux gens et tu apprends à t'ouvrir sur le monde, quoi. C'est-à-dire que ton petit monde, il est vachement plus vaste que ça, et tu t'aperçois qu'il n'y a pas de barrière. Et cette mixité, ça t'a servi après, plus tard? Ah plus tard, oui, parce que Aujourd'hui encore dans le fait de s'adapter. Après, j'ai toujours eu une vie de nomade, puisque j'ai fait 4-5 ans de travaux pétroliers comme ça, où je me suis pas mal baladé. J'ai découvert quand même pas mal de coins, alors surtout Afrique, etc. C'est que je côtoyais aussi beaucoup de gens qui finalement, dans ce milieu-là, gagnaient bien leur vie, qui n'avaient pas forcément des niveaux d'études importants, mais du coup, qui n'arrivaient pas à se réinsérer dans le tissu social français, parce que avec leur niveau d'études et même avec leur bagage, ils étaient mécaniciens, trouver un boulot en France, c'était travailler au SMIC, alors que ces mecs-là, ils avaient une maison avec une piscine, avec un truc. La réadaptation, elle n'était pas possible financièrement, mais malgré tout, ils avaient leur famille en France. Donc c'était compliqué, ils ne voyaient pas leurs enfants, etc. Donc bien souvent, ils sombraient un peu quand même dans l'alcool, parce que pour passer le temps, pour faire oublier, etc. Et moi, je ne me voyais pas vieillir là-dedans, quoi. Je me dis à ce rythme-là. Donc prends ça comme une expérience que j'ai fait, vis au machin. Et puis effectivement, le fait de rencontrer celle qui est devenue ma femme, ça m'a aussi dit, attends, à un moment, il faut faire un choix, quoi. Donc du coup, là, j'ai refait des études. Je reprends parce que, en fait, le problème de retrouver du boulot à l'époque, dans les années 80, donc c'était en 94. 94, c'était pas terrible au niveau du boulot en France. Et mon problème, c'est que j'étais là 4 semaines, mais le temps de faire des contacts, des machins, des entretiens, j'étais reparti. Donc c'est très difficile. Donc je fais le choix de reprendre des études, et c'est là que je trouve un truc à l'école des mines de Paris, donc en géologie de l'ingénieur. Donc là, qui me donne un niveau, en fait, bac plus 5, complémentaire à ce que j'avais fait en études, et qui était ouvert aux gens qui avaient une expérience professionnelle. C'était costaud, les mines, mais avec l'expérience professionnelle, la maturité que j'avais, parce que j'avais 4 ans de plus que le bac quand même, et je me suis retrouvé avec des jeunes qui, eux, il y avait de tout. Il y avait des gens qui avaient travaillé, puis des gens qui étaient issus du cursus
d'un cursus normal, mais quand même fac. C'était pas des gens de l'école des mines qui avaient fait le cursus école des mines avec prépa, ingénieur, etc. C'était ouvert à des gens qui avaient un autre cursus. En fait, il y avait 6 mois de formation théorique et 6 mois de stage. Voilà. Donc 6 mois de stage. Ma femme donc était kiné à l'époque. Elle est toujours kiné, mais elle était à l'époque installée, cabinet à Rennes, voilà. Donc je me dis bon, oui, direction la Bretagne, quoi, forcément. Je cherche un stage que je trouve chez Jean Lefebvre à l'époque, donc routier, parce que effectivement cette formation à l'école des mines était plus orientée géotechnique, etc. C'est là que ça m'a orienté vers le BTP. C'est-à-dire que c'était géologie de l'ingénieur, mais orienté quand même géotechnique. Donc finalement, parce que je me dis, si je veux travailler en France, géologue, c'est quand même compliqué. Il n'y avait pas énormément de débouchés. J'étais pas. Donc j'ai dit, bon, là, effectivement, peut-être que je vais pouvoir me réorienter vers le ETP, vers le BTP. Et donc je trouve un stage chez Jean Lefebvre, donc qui est aujourd'hui Eurovia, hein, qui est dans le groupe Vinci aujourd'hui, mais à l'époque c'était Jean Lefebvre, entreprise indépendante, sur le réaménagement de carrière, etc. Donc ça restait un peu de cailloux, un peu de géologie, mais c'était le monde du TP. Donc le stage se passe bien, jusqu'à ce que je croise un copain qui travaillait dans une autre entreprise de travaux publics qui était Razel, à l'époque, un grand terrassier français. Je viens d'embaucher une de tes collègues d'études, donc une jeune, qui venait de faire le même cursus que moi, sur un chantier du côté d'Angers ou je sais pas quoi. Et moi, on a un besoin pour un chantier à Bourg-en-Bresse. Je lui dis, attends, t'es bien gentil, je viens de quitter l'Afrique là pour revenir en Bretagne, je ne vais pas aller à Bourg-en-Bresse. Bon, il me dit, ok, mais réfléchis. Bon. Il me laisse un peu de temps, il me rappelle 2-3 fois, machin, il me dit, ouais, ce serait bien quand même que tu rencontres le directeur de travaux. Je vais à Paris, je rencontre le directeur de travaux, et bon, c'était un gars qui avait du leadership, quoi. Un gars qui donne envie de travailler, et en plus alors il n'était pas breton, mais alors il avait un amour de la Bretagne, malheureusement pour moi, ou heureusement, évidemment convaincant, quoi. Bon, je rentre, je dis à ma femme, bon voilà, qu'est-ce que je fais, machin. Elle dit, écoute, on va réfléchir un peu, on va voir, parle-en, machin. Donc j'en parle au directeur régional à l'époque de chez Jean Lefebvre, qui était mon maître de stage. Et puis il me dit, de toute façon, en gros, lui, dans l'idée, c'est que chez Jean Lefebvre, il y avait 2 géologues. Il y avait un géologue pour le groupe Jean Lefebvre, donc pour l'ensemble de la France. Et donc, un gars qui était basé à Paris, qui allait sur toutes les régions. Et lui, il aurait voulu quelqu'un, en fait, sur sa région, qui était la région Bretagne. Donc moi, ça m'allait bien, sauf qu'il avait pas de poste aujourd'hui ouvert, quoi. C'était une vision qu'il avait, et il fallait qu'il arrive à convaincre, fallait tout ça. Donc il me dit, ce qu'on te propose là, de toute façon, en 2 ans de chantier, tu vas apprendre déjà beaucoup plus de choses que ce que tu peux apprendre ici. Tu auras un boulot, une expérience, et tu pourras faire plus de choses. Donc moi, tu fais ce que tu veux, mais moi, je ne peux pas t'assurer un truc. Donc tu prends ta décision, mais je peux pas aujourd'hui te dire demain, je te garde pour faire ça. Bon, donc je rentre à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça tombait certainement à une époque, ma femme, tu sais, quand tu es dans un kiné libéral, tu fais beaucoup de social, en fait, parce que les gens qui viennent se soigner, c'est pas des grands blessés. Donc par contre, ils ont besoin de parler souvent. Donc en fait, tu prends beaucoup sur toi. Donc elle avait sans doute aussi besoin de... Donc ça tombait un moment, elle me dit, écoute, si ça te dit, on y va, quoi. Donc je suis parti. J'étais embauché, Bourg-en-Bresse, donc sur un chantier d'autoroute avec l'exploitation d'une carrière. Il y avait 6 millions de tonnes de matériaux à sortir pour les besoins de la carrière, pour les matériaux de chaussée déjà, et pour l'élargissement en fait de l'autoroute qu'on construisait, donc la 39. Et là, je m'occupe de la carrière. En fait, je m'occupe d'une carrière, donc une carrière qui faisait 100 000 tonnes à l'année. Il fallait la transformer en une carrière qui faisait 6 millions de tonnes en 2 ans. Je me rends pas compte. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire c'est des installations qu'il faut monter avec une capacité extraordinaire, des engins qu'il faut machin, un front de taille qui est plus du tout... tu travailles dans un petit coin comme dans un bac à sable, et là, tu fais un truc gigantesque. Et tu as de l'appréhension quand tu arrives? De l'appréhension, oui, parce que c'est nouveau pour moi déjà, et puis beaucoup de responsabilités. Mais en même temps, ma chance, en fait, c'est qu'au début, je ne suis pas embauché comme l'ingénieur de la carrière.
je suis embauché comme ingénieur environnemental. Parce qu'il y avait une forte pression environnementale. On était à côté d'un site classé. Et on créait une route de toutes pièces parce que la sortie de la carrière passait dans le village. Enfin, les camions qui sortaient, enfin, c'était infernal, hein, la vie dans le village si on était resté comme ça. Donc il fallait créer une route à côté. Et puis il fallait aussi changer la méthode d'exploitation parce que jusque-là, pour 100 000 tonnes, le carrier qui était là, il faisait péter la roche à l'ancienne. Donc tu avais des vibrations dans tous les sens. À l'ancienne, c'est-à-dire que tu mettais une mèche, enfin plusieurs mèches, ça explosait en même temps, mais ça faisait vibrer tout le village, quoi. Alors que nous, bah après, il fallait qu'on fasse tomber 20 000 mètres cubes de roche à chaque fois, mais avec ce qu'on appelle un séquentiel. C'est-à-dire que c'est à chaque fois des mines qui se lancent avec des microsecondes de retard. Donc c'est tout en résonance, mais c'est enfin pas en résonance justement, c'est tout en succession. Donc en fait, à chaque fois, tu n'as qu'une onde qui se déplace. Tu n'as pas une grosse vibration. Et en fait, à tel point qu'on avait commencé l'exploitation, que les gens disaient, bon, le jour où vous allez commencer, gna gna gna, parce que tu avais toujours les gens qui étaient contre. Hein, de tout temps, tu as des gens qui sont contre. Sauf qu'on leur a dit, mais vous savez, on a déjà exploité déjà plus de 100 000 mètres cubes. Là. Et vous avez senti quelque chose? Ben non, rien en fait, parce que voilà, les techniques étaient différentes. Donc moi, j'étais plutôt le côté environnemental. Un côté support. Donc quoi. un côté support, plus en contact avec les gens, bon, pour discuter, prendre les remarques, les coups. Donc ça, je savais faire, j'étais habitué, mais moins dans l'exploitation. Et il y avait un ingénieur travaux qui était là pour ça. Sauf que l'ingénieur travaux, période d'essai, renouvelé, ça marche pas. Et plutôt que d'embaucher quelqu'un, bah, on me dit, bah, écoute, tu es là sur place, bah, tu vas prendre la place. Ok, d'accord. Mais heureusement, je m'étais fait copain vraiment avec le chef de chantier qui était là pour... Il n'était pas conducteur de travaux, justement, à l'époque, il était chef de chantier. Alors, pour toi, ça dit rien, mais c'est quand même... On est dans un métier très hiérarchique. Donc, le conducteur de travaux, il a la responsabilité de plusieurs chefs de chantier. Donc, il s'occupait aussi bien de l'autoroute que de la carrière. Mais le chef de chantier, lui, il était désigné à l'exploitation de la carrière. Et c'était ce qu'on appelait un Africain chez Razel, c'est-à-dire un gars qui avait fait toute sa carrière à l'export en Afrique, qui avait fait des routes, des carrières, des ponts, des barrages, qui avait une expérience extraordinaire. Et lui, il avait fait toute sa carrière là-bas, et là, il était revenu. Et donc, on s'est trouvés tous les deux dans nos manques et nos complémentarités. Et lui, il avait toute la technique, il savait faire le truc. Par contre, toute la paperasse, les machins, ça l'emmerdait. Donc moi, je l'ai aidé sur ce qu'il savait ou ce qu'il voulait pas faire. Lui, il m'a appris tout ce qu'il savait. Et on a fonctionné en binôme. Et ça a été génial. On a sorti les 6 millions de tonnes et on a fait toute l'exploitation de la carrière comme ça. S'il y a un conseil que tu retiens? Le premier conseil, c'est le travail, quoi. C'est-à-dire qu'il était là. Bon, il était là à 5 heures du mat. Il était là tous les jours. Il était derrière les gars. Il était à l'écoute. Et il était aussi dans la relation, parce que je le voyais de temps en temps. Il passait des coups de fil à des gens avec qui il avait travaillé, mais qu'il avait perdu de vue. Mais ce qu'il a fait avec moi après, quand on s'est quitté, parce qu'on vit des vies de chantier, on est resté en contact à tel point que à la fin, enfin, il a été malade malheureusement assez jeune. Il était reparti un peu sur des missions en Afrique. Il est revenu, il ne savait pas trop ce qu'il avait. Malheureusement, c'était une leucémie. Et il avait trouvé une nouvelle femme à Bourg-en-Bresse, donc il était resté là-bas. Et quand il a voulu se faire soigner, il avait le choix entre Lyon et Dijon. Il est venu à Dijon parce que moi, j'étais à Dijon. Ma femme était à l'hôpital, travaillait à l'hôpital de Dijon. Et il est venu là. Et on l'a accompagné malheureusement parce qu'on espérait qu'il allait s'en sortir. Il s'en est pas sorti. Mais on l'a accompagné. Donc, tu vois, il m'a appris ça aussi. C'est-à-dire, tu vois, la relation pas superficielle, quoi. La création de relations fortes, quoi, chez les gens. C'est-à-dire que tu peux compter sur quelqu'un. Il faut créer cette relation, mais une vraie relation. Et puis le travail, quoi, parce qu'il était au boulot tous les jours et vraiment cette notion, et cette notion d'équipe pour emmener les gens derrière, quoi. Ça, de leadership, quoi. Ce que aussi j'ai essayé d'appliquer au-delà de la technique, parce qu'arrivé un moment, le mec qui a fait une bonne formation, il a la technique, quoi. Mais dans nos métiers, il faut savoir emmener les gens. Donc il faut être dans une relation, mais une relation vraie. Il faut créer une vraie relation. Tu peux engueuler les gens, mais à partir du moment où tu as une vraie relation, c'est quand même plus facile que si tu es juste « Salut mon pote », tu tapes dans le dos. Et puis voilà. Donc tout ça, effectivement, j'ai appris beaucoup à ce niveau-là. Tu penses que c'est à ce moment-là que se forge chez toi ce caractère de manager? Ah oui, ouais, je pense, parce que tu vois, j'arrivais comme
En gros, un ingénieur environnement, c'est-à-dire, comme tu dis, fonction support, un peu truc. En plus, à l'époque, tu vois, c'était 95. À l'époque, voilà, déjà aujourd'hui, c'est compliqué, mais à l'époque, on disait, attends, sur l'autoroute, on a fabriqué des crapauducs. C'est-à-dire parce qu'on était dans la Bresse, donc il fallait faire passer les crapauds sous l'autoroute. Tu vois, donc il fallait faire des passages, créer des passages pour que les crapauds puissent passer et ne se fassent pas écraser. Au-dessus? Non, on les faisait en dessous. Ah, c'est en dessous. En dessous. Enfin, t'imagines. Et puis après, des passages à faune, au-dessus. C'était les premiers passages à faune. Aujourd'hui, on en voit sur l'autoroute. C'est-à-dire des ponts uniquement faits pour le gibier, pour les trucs. Donc, enfin, pour des gens qui travaillaient dans les TP à l'époque, c'était, tu vois, c'était un peu loufoque. Donc toi, tu étais là, tu étais considéré comme... Mais le fait, effectivement, que du coup, je passe avec la casquette de la carrière, avec lui, et qu'il voit... Tous les gens ont vu cette équipe qui s'était formée, ce binôme. Effectivement, moi, ça m'a donné une autre vision aussi du métier, ce côté effectivement de management et de leader, et aussi c'était ce côté technique que j'avais pas, quoi. Donc tout ça, ça a complété, ça m'a tourné vraiment beaucoup plus vers les travaux publics, quoi. Et maintenant que tu es directeur de la CETEC, quel est le rôle à ton avis du manager? Et en fait, le rôle, c'est exactement celui que j'ai trouvé ici. Là, j'ai vraiment senti l'utilité du métier, c'est-à-dire que je suis arrivé à une époque où il y avait eu un défaut de leader. C'est-à-dire qu'il y avait eu, on est dans une entreprise là, familiale, c'était 50 ans, il y avait eu un directeur emblématique pendant des années, jusqu'en 2011, donc directeur emblématique, André Méry, que d'ailleurs, quand je suis arrivé, tout le monde me parlait, ah, j'ai connu André Méry, machin, c'était le directeur. Et c'est-à-dire que la boutique, elle tournait parce que il y avait un chef, quoi. Il y avait un chef, et par contre, après, techniquement, tout le monde connaissait le boulot. Et donc, en 2011, André Méry est parti en retraite. Bon, il fallait le remplacer, ils l'ont remplacé. Et là, il y a une faute de casting, mais ça, tu peux pas le savoir, hein, tu le sais qu'à la fin. Et là, il y a eu un défaut de management. Donc, avec un gars qui était plus souvent rendu au complexe que sur les chantiers. C'est là que j'ai appris que le complexe existait. Bon, bref, donc 2011-2012, jusqu'à ce que j'arrive, début 2013, la CETEC flottait. Mais flottait vraiment, c'est-à-dire qu'à tel point que les clients, ils se demandaient ce que ça allait devenir. Alors que c'était les mêmes gens qui travaillaient. Il n'y avait pas le départ, il y avait donc toujours le savoir-faire, toujours le machin. Mais ça flottait, mais ça partait un peu dans tous les sens. Moi, je suis arrivé là, je connaissais ni le coin, ni machin. Donc j'ai appris à connaître les gens. Et puis moi, j'étais dans une phase où en fait, je m'étais lancé dans une petite expérience perso qui avait commencé en 2008, juste au moment de la crise. Donc, j'avais un peu galéré pendant quelques années. Mais dans le TP aussi? Alors, c'était plus le bâtiment, là, du coup, rénovation de patrimoine. D'accord, ok. J'avais voulu me lancer un peu tout seul. Bon, dans un métier qui n'était pas le mien au départ. Et voilà, donc, et dans une époque qui était compliquée, 2008. Donc ça, t'as laissé 2010. Donc, j'ai laissé tomber. Et Vincent Martin, que je connaissais, me dit, écoute, j'ai un poste pour toi, mais c'est à Châteauroux. Bon, ok, alors j'ai fait ce que j'ai souvent raconté. J'ai dit, mais Châteauroux, c'est où, hein, Voilà. Donc, pareil, là, je suis rentré à la maison, on habitait à Dijon. Hein. Je rentre à la maison, je dis, j'ai un poste. Ah, c'est bien. Directeur régional. Ah, c'est bien. Mais c'est à Dijon. Non, c'est Châteauroux. Bon, Châteauroux, c'est où? On regarde sur la carte. Bon. Et puis, là, pareil, de toute façon, j'avais une femme, 2 enfants, jeunes quand même, 2 filles qui étaient assez jeunes à l'époque. Je me dis, il faut bosser, on y va. C'est ce que j'ai appris aussi de mon chef. De chantier de l'époque, Gérard Lazzarotto. C'est ça, c'est que tu te poses pas de questions. Ah oui, un truc qu'il m'a dit aussi, quand tu pars, t'emmènes ta femme. Sinon, c'est la cata. Parce que lui, il est parti tout seul. Donc soit tu fais exploser ton couple, hein, parce que ça, c'est souvent ce qui se passe, ou toi-même, tu exploses, quoi. Et ça, il me l'avait dit. Il me l'a dit plusieurs fois. Je l'avais quand même toujours en tête. Bon, bref, donc je dis Châteauroux, on y va. Je me rappelle, on était allé aux Antilles de Jonzac, là, dans Charente, passer une semaine en février. Et en revenant, on est passé par Châteauroux. Donc je suis arrivé voir, on a vu Equinox, ce grand vaisseau amiral. La rue Victor Hugo, il y avait les boutiques que ma femme connaissait, les filles aussi. Bon, on s'est dit, ça va, on n'est pas trop perdu. On avait vu Cap Sud, on dit, tiens, il y a plein de magasins, donc ça va. Et je passe ici et je vois tu passes à la CETEC? L'outil, ouais. Je passe à la CETEC et là, je vois l'outil industriel. Et honnêtement, alors, c'est pas du métier, mais honnêtement, un outil comme ça, dans le métier, même chez les nationaux, t'en as pas des masses.
Donc trouver un truc comme ça avec une centrale d'enrobé en propre, 2 centrales à béton, tout le parc, la maintenance, le recyclage, le machin, les 7 hectares, enfin bref, t'en as pas beaucoup dans le groupe. Donc des conditions de travail comme ça dans le TP, t'es souvent dans un bagalo, dans des trucs. Va voir ici Eurovia, va voir Colas, ils n'ont pas les mêmes installations qu'on a ici. Enfin, t'as vu en arrivant. Hein. Donc là, j'ai quand même les yeux qui brillent par rapport au métier. Donc je dis, c'est bon. Et donc, je démarre. Donc ma femme repart à Dijon. Hein. Je démarre ici. L'avantage d'être quand même célibataire géographique, c'est que tu te donnes à fond quoi, pour le boulot. Et je rencontre tout le monde, quoi, parce qu'on est dans un petit milieu quand même ici. Excuse-moi de te couper, mais Ouais. qu'est-ce qui t'étonne quand tu arrives? C'est l'accueil, parce que on m'a accueilli. Comme le Messie. Ouais, non, comme le Messie, non, mais comme je te dis, il y avait un manque de leadership. Ouais. Donc on m'a accompagné vraiment. François Moreau, qui est mon bras droit hein, depuis le début, tout de suite, ils m'ont pas vu comme encore un mec qui arrive, etc. Non, ils avaient besoin d'un chef. Première chose qu'on m'a dit, c'est là-bas, c'est la voiture. Le chef, il se garait toujours là-bas. Donc tu te gareras là parce que, voilà, c'est comme ça. Le chef, il est là. Donc quand la voiture est là-bas, c'est que le chef est là. Mais tu vois, c'est des détails. Et on m'a tout montré, tout accompagné, machin. Et donc très vite, voilà, j'ai senti qu'ils avaient besoin. Et mon seul rôle, en fait, ça a été de les accompagner. Parce que techniquement, j'avais rien à leur apprendre. C'était les mêmes que 2 ans avant, quoi, si tu veux. Les équipes d'enrobés dans le groupe, elles sont toujours d'ailleurs reconnues. Voilà, il y a un savoir-faire, il y a tout ça. J'avais rien à leur apprendre. Simplement, il fallait que je recrée, que je rassure les équipes, que je rassure les clients, que je reprenne le contact. Et ça, c'est plutôt ce que je sais faire, ce que j'ai appris à faire. Et donc, c'est plutôt ce que j'ai fait pendant alors les 10 ans qui viennent de s'écouler, parce que finalement, j'ai commencé en 2013 ici, quoi. Tu te souviens des premières mesures que tu prends? J'ai pas vraiment pris des mesures. J'ai plutôt écouté. Et il y avait un truc qui perdure toujours aujourd'hui, c'est qu'il y a une réunion qui se fait tous les mercredis matins, une réunion d'exploitation, où il y a tout le monde. Donc le premier changement, c'était de ne pas changer. C'est-à-dire d'être présent, par contre, à cette réunion, parce que cette réunion d'exploitation qui est au milieu de semaine, où elle draine en fait tous les services, les topos, la mécanique, le bureau d'études, le labo, l'exploitation évidemment, même l'administratif. Tout le monde est là, au même moment, au même endroit. On a un centre de travaux à Vierzon, un centre de travaux à Saint-Amand, et donc les responsables viennent aussi. Ma première décision, c'était de ne pas changer ça, surtout, de ne pas casser, mais par contre, de construire autour de ça. Donc vraiment, d'écouter ce qui se disait, ce qui se faisait, participer évidemment, de poser des questions, et puis voilà, d'aller voir les uns les autres. Mais non, il n'y a pas vraiment eu de choses à prendre, parce qu'en fait, tout le monde était en place, sauf qu'il manquait juste le chef d'orchestre, quoi. C'était comme un orchestre. Chaque musicien était à sa place. Il n'y avait pas de changement à faire. C'était juste qu'il fallait prendre la baguette et donner le tempo, quoi. Et mon boulot, donc c'était effectivement après d'aller sur les chantiers, de discuter avec les gars hein, pour dire un peu qui j'étais, pourquoi j'étais là, etc. Et surtout de les rassurer sur la durée, quoi. Parce que bon, ils me voyaient arriver de Dijon, il me dit voilà, il y a encore un qui va passer, qui va repartir, etc. Bon, et j'avais, après tu sais jamais, mais j'avais pas dans l'optique de repartir. Et puis le gros boulot, ça a été d'aller voir les clients, quoi. D'aller rassurer le département, Châteauroux. À l'époque, c'était pas encore Châteauroux Métropole. Puis rencontrer les différents d'élus, parce que notre métier, travaux publics, comme son nom l'indique, hein, c'est 80% de marché public. Hein. Donc nos clients, c'est tous les donneurs d'ordre publics, donc Issoudun, département, Châteauroux, et puis toutes les communautés de communes, etc. Je dirais qu'il n'y a pas eu de grosses décisions, de grosses révolutions pour dire je tape du poing sur la table, c'est moi le chef maintenant. C'est surtout de me faire accepter. En fait, encore une fois, ça n'a pas été difficile parce que vraiment, ils avaient besoin. Ils avaient besoin de quelqu'un qui disent oui ou qui disent non. Qui disent oui, voilà, qui prennent des décisions, qui leur disent oui ou non et qui les représentent à l'extérieur et qui leur donnent une image. Et voilà, et c'est ce que j'ai pas cessé de faire depuis 2013. Et l'autre chose qui m'a surpris ou étonné en tout cas, c'est l'accueil des Berrichons, quoi. Et comme j'étais seul, j'avais mon petit studio dans Châteauroux Centre, et tout de suite, en fait, j'ai rencontré des copains. J'ai été très vite
prix au Lions Club à l'époque, et j'ai rencontré plein de gens, mais vraiment qui sont devenus des amis, quoi, très vite en fait. Et j'ai senti vraiment là aussi, quoi, un accueil. J'étais pas encore le mec qui débarque, machin, qu'on regarde. Non, non, j'ai été adopté très facilement, et c'est ce que j'ai dit aussi. C'est aussi pour ça que quand on m'a demandé de participer à l'agence d'attractivité, j'ai voulu aussi rendre ça, c'est-à-dire que répondre un peu à cette injustice qui fait que on ne connaît pas l'Indre, on ne connaît pas Châteauroux, on ne connaît pas les gens qui y vivent. Et voilà, je voulais montrer que c'est pas l'image ou le pas d'image qu'on a, c'est différent. Donc c'est pour ça aussi que j'ai répondu favorablement à l'appel du président des coups à l'époque, le président du département. C'est le championnat du monde de voltige 2019 qui a fait que moi je me suis engagé pour l'économie locale, pour essayer de trouver les partenaires pour donner un peu, voilà, pour faire vivre un peu l'économie pour faire participer l'économie locale au niveau de ce championnat du monde avec Bruno Barrault. Je me rappelle toujours qu'on avait présenté le championnat du monde dans un forum d'attractivité, puisque c'était le lancement de l'agence, où ils avaient mis en place les forums suivant les thèmes santé, aménagement du territoire, machin. Et dans la salle Gaston Coutet, on nous avait donné la possibilité de présenter en 3 minutes chrono le championnat du monde de voltige pour justement essayer de trouver des partenaires économiques. Et la petite anecdote du truc, c'est que quand je suis arrivé, je m'installe et au moment où ils annoncent on va appeler sur scène Christian Baudin, il y avait un gars qui était derrière moi qui commence à dire non mais j'ai pas prévu d'y aller, et en fait c'était Jean-Christian Fraissinet, le Christian Baudin, et je lui dis non mais Christian Baudin c'est moi. Donc on se salue. Il me dit oui désolé, ça arrive. Et donc on est monté sur scène avec Bruno pour présenter le championnat du monde de voltige et essayer de vendre notre soupe, quoi. Et je pense que là, effectivement, j'ai été un peu sous les radars à ce moment-là. C'est quoi les principaux challenges ? J'avais trouvé que les Indriens n'étaient pas fiers de leur département. Bon, le Berrichon, en général, n'est pas fier. Et moi, j'ai vécu ça en tant que Breton. Parce que jusque dans les années 80, moi, le premier, j'avais qu'une envie, c'était de me barrer, quoi, de Bretagne. Quand tu parles aujourd'hui, que tout le monde, quand tu vois l'immobilier, quand tu vois que tout le monde tout le monde, j'exagère, mais un grand nombre de gens, soit veulent retourner, parce qu'ils sont bretons, ils veulent retourner là-bas, soit veulent aller s'installer là-bas, soit tout le monde a quelqu'un qui a un fils, un neveu, un machin, qui a fait des études à Rennes. Moi, quand je disais que j'étais de Rennes dans les années 80, on me disait « Ah ouais, t'es du Nord ?» On savait même pas où mettre Rennes sur la carte. C'est-à-dire que j'ai revécu à une échelle un peu différente, mais j'ai revécu à Châteauroux ce que je vivais à l'époque à Rennes, quoi. Et quand je suis arrivé ici, j'avais ce même sentiment que les gens, ils se barraient parce que de toute façon, ils n'étaient pas fiers de leur territoire, ils ne trouvaient pas, machin. Plein de trucs que nous, on trouve super. Bon, il n'y a pas que la maison de Georges Sand, mais aller se balader dans la vallée de la Creuse, faire des balades en Brenne, etc. Enfin, pouvoir, même à Châteauroux, moi, j'habitais près de la rue Grande, rue Tabot-Bois-la-Reine. J'avais mis... pour l'anecdote encore, 3 semaines à comprendre qu'on pouvait descendre à Belle-Île, tu vois, parce que la fille de l'agence, c'était tellement facile pour elle, elle me dit, vous descendez, et puis vous êtes à Belle-Île. Belle-Île, pour moi, c'est Belle-Île-en-Mer, hein. Donc j'ai mis du temps. Mais après, quand j'ai trouvé ça, le soir, je rentrais là à l'été, je posais mes affaires, je prenais mes baskets, j'allais courir autour du lac en descendant à pied, quoi. Et après, tu avais toute la coulée verte. Mais va trouver ça dans une ville, même à Rennes. Là, j'ai ma fille, qui, encore pour l'anecdote, qui habite à Dijon, dans un quartier pas loin du CHU, elle va aller courir. Il y a un tout petit parc où elle fait des tours en rond. Mais après, pour aller courir, il faut prendre la voiture, quoi. Quand tu discutes avec les gens, je me rappelle d'une première réunion aussi où ils avaient voulu faire c'était une réunion à l'IUT sur les marques. Ils voulaient discuter autour lancer une marque autour de ça. Il y avait, comme ça avait été fait à Lyon, Only Lyon, etc. Le président du pays qui avait présenté ça, tu avais l'impression qu'il regardait ses chaussures et il disait, bien qu'on n'ait pas grand-chose dans le département, etc. Donc, pour vendre le truc, tu vois. Non, mais voilà, c'était l'image que je dis, c'est pas possible, il faut qu'on change cette image-là. Donc, le premier truc, c'était de rendre un peu de fierté, de dire qu'il y a des choses, et puis de vendre ça aussi à l'extérieur. Parce que moi, j'habitais à Châteauroux la semaine, je rentrais 3 week-ends sur 4
à Dijon, et j'allais régulièrement voir encore mes parents qui étaient encore vivants, qui habitaient à Rennes. Ma femme aussi est de Rennes, hein, je te l'ai dit. Donc on rentrait aussi voir mes parents, mes beaux-parents. Donc on faisait la navette. Hein. De toute façon, Châteauroux, c'est bien, c'est à 4 heures de tout. Hein. Donc 4 heures dans un sens, 4 heures de l'autre. Mais quand je sortais de Châteauroux ou de l'Indre, j'arrivais là-bas. Pareil, Châteauroux, c'est où? L'Indre, c'est quoi? Personne ne connaissait. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est pour ça que j'ai accepté, en tout cas, cette mission, quoi. Puis après, voilà. Puis c'était un peu le challenge, voilà, transformer. C'est toujours un peu le côté, entre guillemets, entrepreneur. Et c'est ce que voulait le département, c'était d'avoir quelqu'un qui venait du monde économique, pas quelqu'un qui était un élu. Donc il fallait quand même transformer cette agence de développement touristique en agence d'attractivité. Ça paraît simple hein, sur le papier, mais c'est pas simple. C'est-à-dire que sortir des gens qui ne travaillaient que pour le tourisme et qui travaillaient que pour le département, c'est pas péjoratif, hein, mais dans un milieu un petit peu particulier, et transformer ça en créant des nouvelles missions, en faisant rentrer des gens différents sur des missions économiques, des missions de santé, et ajuster avec la mission, baisser la mission touristique, enfin la baisser, ouais, réduire un peu la voilure pour pouvoir étoffer les deux autres missions. Donc, c'est un boulot de manager, quoi. Je ne veux pas dire qu'un élu ne saurait pas le faire, mais je pense que la légitimité de quelqu'un qui venait du monde économique était effectivement plus facile. Tu penses que ça va plus vite? Ça va plus vite. Les gens t'as plus les réflexes pour le faire et les gens t'écoutent plus, je pense. Christian, pour finir le podcast, j'ai quelques petites dernières questions rituelles. Je voudrais savoir quel est ton meilleur souvenir professionnel? Enfin, le meilleur souvenir que j'ai, qui est lié au professionnel, mais qui n'est pas forcément un souvenir professionnel, c'est de me retrouver sur une route, au milieu du désert, après avoir fini une mission, être parti au-devant de la relève qui devait prendre ma place. Il fait super beau, évidemment, mais j'étais là, sans savoir s'il allait vraiment arriver. La voiture arrive, donc là, c'est ça y est, t'as la pression qui tombe, le truc. Tu vas être libre, et moi, je pars. Et on passe l'après-midi là, un peu dans le désert. Le soir, on est là sous les étoiles à boire un thé avec les gens. C'était des gens du coin, du désert. On boit le thé sous les étoiles et tout. Et là, avec cet esprit libéré que je n'ai jamais retrouvé. Tu vois, c'est pas le même esprit que le vendredi soir quand tu as fini ta semaine. C'est le fait d'avoir 4 semaines derrière toi, libéré parce que tu as une relève. Donc de toute façon, c'est plus toi. Et toi, si ça se trouve, dans 4 semaines, tu vas partir ailleurs. Tu vas pas forcément revenir au même endroit. Boum, tu te vides complètement la tête. Et là, tu te dis, je vais profiter du temps libre, vraiment. Et là, tu es sous les étoiles. Tu bois ton thé à la menthe, là. Et là, c'est le bonheur. Après, effectivement, quand même, l'exploitation de la carrière, là, c'était quand même au niveau professionnel, c'était quand même... Tu es retourné depuis à la carrière? Ouais, je suis repassé parce que donc il y avait toute la remise en état. J'y suis allé. On s'est baladé à peu près après à côté sur le Mont Mion, etc. Ça reste un grand souvenir parce que c'était ma première expérience de grands travaux, ce qu'on appelle grands travaux dans les travaux publics. C'est-à-dire que tu avais 300 personnes sur le chantier qui viennent de France entière, quoi. Parce que c'était la fin vraiment de la grande période des grands travaux en travaux publics. Aujourd'hui, ça l'est, mais il y avait encore beaucoup de chantiers, d'autoroutes, de TGV. C'était le début des chantiers de TGV, etc. Donc, il y avait une grosse activité. Et ces chantiers où on remuait des tas de terre avec des scraps et tout ça pendant des millions de mètres cubes. C'est-à-dire que tu pars de rien, tu sais qu'il y a 30 km, là, on faisait 30 km d'autoroute. Tu arrives, tu as un pauvre chemin. Tu commences à déboiser un pauvre chemin. Et 2 ans après, quand tu pars, tu as une autoroute de 2 voies future qui pourrait être transformée aujourd'hui en 2 fois 3 voies même, parce qu'elle est prête pour 2 fois 3 voies, la 39. Tu as exploité, la carrière c'était pour donner des matériaux, mais tu as remis en état. Et c'est assez extraordinaire. Aujourd'hui, quand je la prends, l'autoroute... Tu l'as dit à tes filles, c'est moi qui... Ouais, je l'ai dit aussi. Bon, alors, elles sont moins sensibles à ça, parce que, elles sont plutôt dans le monde de la santé de leur mère. Donc c'est autre chose. Mais si tu me dis le meilleur truc professionnel, ça reste quand même ces 2 ans de chantier où on a vécu en plus en groupe, tu vois, mais 300 personnes, je te dis, donc avec des familles, des gens qui arrivaient en caravane avec les enfants. Donc tu vois, des nomades, des enfants qui mettaient à l'école pendant 2 ans et qui repartaient après dans une autre truc. Tu vois, cette famille, cette famille du TP. Et ça, c'était impressionnant, quoi. Est-ce que tu as eu un échec
j'ai eu plusieurs échecs. Alors, j'ai une part, parce qu'effectivement, c'est dans cette expérience professionnelle où je me suis lancé. Je me suis lancé, donc je me suis retrouvé seul patron dans une petite structure, alors que c'était une entreprise de maçonnerie, rénovation de patrimoine, alors que je ne travaille pas de mes mains. Et en plus, ce n'était pas forcément le milieu que je connaissais, puisque je le répète toujours aujourd'hui, dans BTP, il y a B et il y a TP. Il y a vraiment le bâtiment, que ce soit du neuf ou de la rénovation, et le TP, qui est le travaux publics, qui est tout à fait un autre métier. C'est pour ça que je me bats avec la Fédération des travaux publics, parce que pour séparer les deux, parce qu'on ne fait pas le même métier. On a des contraintes, évidemment, on a des choses en commun, mais ce n'est pas le même métier. Et je m'en suis rendu compte personnellement, parce que je me suis retrouvé dans un métier qui n'était pas le mien. Sauf que j'avais racheté une petite boutique, j'avais machin, donc il a fallu aller quand même essayer de mener ça dans une période, je ne veux pas me cacher derrière la période, mais 2008, je travaillais en plus, on faisait beaucoup de rénovations pour une banque à l'époque qui était le Crédit Agricole, qui en plus nous finançait et qui nous a un peu laissé tomber, quoi. Mais c'est ce qui construit une carrière, parce que tu as des échecs. Et puis là, tu vois, ça fait 10 ans. Et je pense qu'on a plutôt réussi, puisqu'on m'a confié maintenant d'autres missions dans le groupe pour reprendre toute la région aujourd'hui centre, où on a 300 personnes maintenant dans le groupe, dans le groupe Roger Martin, région centre, quoi. Voilà. Dernière question, Christian. Et c'est une question difficile. Quel est ton endroit préféré en Berry ? Quel est mon endroit préféré ? Alors ça peut être une place de village, un cinéma, un bar, ce que tu veux. Un endroit où tu te sens bien. Ici. Ah, j'aimais beaucoup le Sanchichi, mais à l'époque, à la première époque de mon copain Thierry Ginch pour la partie bistrot. Alors je vais faire un peu de pub puisqu'il a rouvert un bar avenue de la Châtre. Après, là où je me sens vraiment bien, honnêtement, c'est dans la vallée de la Creuse, quoi. Là, les chemins, le relief, les chemins, la Creuse en dessous. Partie Indre, je m'en fous, après je passe dans la Creuse, mais rien que dans la partie Indre. Mais c'est vrai que moi j'habite à Châteauroux, tu pars le matin, tu te retrouves là-bas, tu reviens le soir, mais tu as l'impression d'être parti au bout du monde. Rocher des Fileuses. Rocher des Fileuses, ou même tout. J'ai fait tous les chemins, j'ai fait les chemins régionaux, j'ai fait tout un tas de chemins. Et un coin que j'aime beaucoup, mais ça c'est pas une découverte, c'est Gargilès. Tu reviens, tu as fait une grande balade, tu vas boire une limonade ou un truc, ou une bière même, en terrasse du bistrot, de l'hôtel Georges Sand, là, qui a été rouvert il n'y a pas longtemps. Là, voilà, le monde peut s'arrêter. T'es bien, quoi. T'es bien. Merci Christian pour ce parcours inspirant, s'il en est. Écoute, voilà, c'est un peu mon expérience, ma vie. Si tu veux, moi, ma vie est effectivement, alors ma femme me dit toujours que mon boulot se mélange, mais c'est normal. Enfin, je pense que ma vie, c'est mon boulot et mon boulot, c'est ma vie. Encore une fois, j'ai pas vraiment de passion comme, je sais pas, la pêche, le tennis, le machin. J'ai fait beaucoup de ces trucs-là, pas la pêche, mais le jazz, le tennis, le sport, le jazz, etc. Mais ça vient en plus de tout ça. Mais mon équilibre, il passe par l'activité professionnelle. Si je suis pas bien dans mon activité professionnelle, je suis pas bien dans ma vie privée. Donc voilà, je peux pas faire autrement. Les meilleures années sont à venir. Donc les meilleures années sont à venir, parce que j'ai quand même on a un grand projet d'un moment de retourner quand même en Bretagne. Même si le Berry a beaucoup d'atouts et j'ai appris à le découvrir, donc je resterai un bon moment, mais un moment je retrouverai quand même mes origines, parce qu'avec l'âge, les racines, elles sont là, elles sont de plus en plus fortes. Mais c'est vrai aussi pour les berrichons. Merci Christian en tout cas. Voilà, à bientôt. Merci Stéphane. Salut. À bientôt, salut. Hello, j'espère que cette conversation avec Christian vous aura captivé comme ça a été mon cas. Merci à tous les auditeurs qui mettent des notes 5 étoiles sur les plateformes de podcast et à tous ceux qui partagent les posts Facebook ou Instagram ou LinkedIn. C'est un excellent moyen de faire connaître le projet Goodberry et notre territoire. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode avec un invité là aussi très inspirant. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous.